48 heures, un ultimatum, et un président africain qui ne cède pas. Le monde s'attendait à des excuses. À Kingston, c'est la fierté qui a répondu. Pourquoi Ibrahim Traoré, venu du Burkina Faso, a-t-il choisi de défier Andrew Holness au lieu de calmer la tempête ? Sous le soleil de Jamaïque, un discours de vérité a enflammé une île entière, bouleversant les codes du pouvoir. Sous la chaleur étouffante de Kingston, l'histoire ne s'écrit plus en coulisses, mais sur la scène d'un auditorium bondé. Ce jour-là, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, promet de parler sans filtre, sans diplomatie feinte. Son message est simple. La vérité n'a pas de maître. En prononçant ces mots, il engage bien plus qu'un discours. Il place face à face 2 continents, 2 héritages et une même blessure coloniale jamais refermée. Ce qui se joue n'est pas une querelle entre dirigeants, mais une question de dignité. Les 48 heures imposées par Andrew Holness deviennent un symbole. Jusqu'où un peuple peut-il tolérer qu'on lui confisque la vérité ? Dans ce bras de fer inattendu entre Jamaïque et Burkina Faso, chaque mot, chaque silence pèse comme du plomb. L'enjeu dépasse les frontières. Ce conflit révèle un monde où la parole sincère dérange plus que le mensonge confortable. Et si derrière cette tension se cachait une promesse, celle d'un réveil collectif, porté par la voix d'un homme que beaucoup appellent déjà le capitaine de la conscience africaine. En moins de 24 heures, le discours d'Ibrahim Traoré atteignit plus d'1 million de vues sur les réseaux caribéens. Un chiffre vertigineux pour une allocution politique étrangère prononcée dans une salle universitaire de Kingston devant à peine 1000 personnes. Mais ce n'était pas le nombre qui comptait, c'était la résonance. La Jamaïque découvrait dans les mots d'un président africain le miroir de ses propres douleurs. Ibrahim Traoré n'avait pas choisi la prudence. Il avait parlé des hôpitaux sans médicaments, des écoles sans livres, des routes en ruine. Il avait dressé un inventaire précis, presque chirurgical, des mots jamaïcains, corruption, favoritisme, exode des jeunes talents. Il l'avait fait sans notes, la voix ferme, les yeux tournés vers le public, comme s'il s'adressait à des frères d'âme plutôt qu'à une nation étrangère. Son objectif, rappeler que l'Afrique et la Caraïbe partagent la même cicatrice, celle d'une histoire faite de chaînes et de résistance. Pendant des décennies, les 2 rives de l'Atlantique s'étaient regardées à distance, chacune absorbée par ses propres batailles politiques. Ce soir-là, dans le bruissement des ventilateurs du grand amphithéâtre, un lien s'est recréé. Quand Traoré prononça la phrase « Je ne m'excuserai pas pour avoir dit la vérité », une onde traversa la salle. Des journalistes restèrent figés, des étudiants se levèrent en silence, puis éclatèrent d'applaudissements. La tension monta comme une marée. Les puissants se crispèrent, les jeunes exultèrent. Ce moment ne fut pas seulement un incident diplomatique, il devint le signal d'un basculement. Dans les marchés, les taxis et les églises, les Jamaïcains répétèrent ces mots comme un refrain de Bob Marley. « Truth is not an insult ». Le capitaine burkinabé venait de rallumer la mèche d'une conscience populaire longtemps endormie. Né dans un Burkina Faso où les révolutions ne se consentent plus, il a su transformer une révolte contre le colonialisme en une quête pour la souveraineté nationale. Son parcours est celui d'un homme marqué par la guerre, la misère et par-dessus tout, l'idée que l'Afrique doit reprendre sa place sur la scène mondiale. Il ne s'agit pas d'un leader ordinaire, mais d'un capitaine de conscience, un porte-parole des opprimés qui, malgré les siècles de domination, croit fermement en la force de l'unité. Mais ce soir-là à Kingston, le rôle qu'il endossait allait bien au-delà de la figure politique. Traoré devint un guide spirituel pour une génération de jeunes qui s'étaient longtemps sentis abandonnés par leur gouvernement. L'impact fut immédiat. Des centaines de voix se levèrent dans les rues, des jeunes de tous horizons, déterminés à remettre en question un système corrompu. Son discours fit l'effet d'un électrochoc. Traoré, en une seule intervention, réussit là où des décennies d'efforts politiques avaient échoué. Il rallia l'indignation populaire. Les premiers signes de cette vague de soutien apparaissent dès les premières heures qui suivirent la diffusion de son discours. À l'Université des Antilles, les étudiants organisèrent des forums pour débattre du contenu de ses propos. Sur WhatsApp, les messages circulaient à une vitesse vertigineuse, relayant chaque mot de Traoré comme un manifeste révolutionnaire. Mais l'impact ne se limita pas à la jeunesse. Dans les quartiers populaires, les mères de famille discutaient entre elles, et les travailleurs se sentaient enfin représentés par un leader qui osait défier l'establishment. Traoré n'était plus un simple président d'un petit pays africain.
Il était devenu le messager d'un peuple qui s'était trouvé une nouvelle voie. L'effet du discours d'Ibrahim Traoré se fit sentir bien au-delà des frontières de la Jamaïque, se propageant comme une onde de choc. Dans les heures qui suivirent, la situation prit une tournure imprévisible. À Kingston, là où les politiciens avaient espéré maîtriser la situation, les choses échappèrent rapidement à leur contrôle. Le gouvernement jamaïcain, dirigé par Andrew Holness, se retrouva pris entre deux feux. La pression croissante de l'opinion publique intérieure et les tensions diplomatiques internationales. Le lendemain matin, Holness tint une conférence de presse. D'un ton ferme, il fit part de son mécontentement et exigea des excuses publiques de la part de Traoré, menaçant de rappeler l'ambassadeur de Jamaïque à Ouagadougou et de couper les liens diplomatiques avec le Burkina Faso. Mais l'ultimatum de 48 heures, loin de dissuader le président burkinabé, alimenta encore davantage les flammes du débat. Alors que les médias nationaux se faisaient l'écho de ces accusations, les Jamaïcains, pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires, commençaient à se diviser. Une fraction du peuple se sentait humiliée, croyant que Traoré avait franchi une ligne sacrée en attaquant directement les dirigeants du pays. Mais une autre partie, plus large et plus jeune, se reconnaissait dans ces mots. Les jeunes, particulièrement ceux issus des quartiers défavorisés, virent en Traoré un héros, un défenseur de la vérité. Les premières manifestations surgirent dans les rues, à l'initiative de groupes de jeunes qui se sont réunis autour de l'Université des Antilles. En l'espace de quelques heures, des milliers de personnes se sont massées à Emancipation Park, brandissant des pancartes où l'on pouvait lire des slogans tels que « La vérité n'est pas une insulte » et « Construire des hôpitaux, pas des palais ». À chaque coin de rue, le message d'Ibrahim Traoré résonnait dans l'air, et les chants de protestation se mêlaient aux slogans en faveur de la justice sociale. Les autorités, bien que choquées par la rapidité et l'ampleur des protestations, tentèrent de maintenir un semblant de contrôle. La police jamaïcaine fut déployée pour disperser les rassemblements, mais sans réelle violence. À Emancipation Park, la scène était plus celle d'un carnaval que d'une confrontation. Les jeunes dansaient, chantaient, et les radios locales passaient en boucle des extraits du discours de Traoré. Les médias traditionnels se faisaient écho de cette insurrection pacifique, alors que les chaînes de télévision, initialement hostiles à la position de Traoré, commençaient à diffuser des interviews de citoyens soutenant son discours. Pendant ce temps, à Ouagadougou, la réponse du Burkina Faso ne se fit pas attendre. Le gouvernement burkinabé afficha une solidarité totale envers son président. Le ministre des Affaires étrangères s'adressa à la presse pour exprimer la solidarité totale de l'Afrique envers la Jamaïque, tout en réaffirmant que la position de Traoré n'était en aucun cas une offense, mais plutôt un appel à la responsabilité. Cette déclaration fut suivie par une série de messages de soutien de la part de leaders africains, notamment de la part du président du Mali et de la Côte d'Ivoire, qui soulignèrent la nécessité de lutter contre la corruption à l'échelle mondiale. Les événements prirent une tournure encore plus spectaculaire lorsque les vidéos du discours de Traoré dépassèrent les 5 millions de vues en moins de 24 heures. Le hashtag #NoApology trônait en tête des tendances mondiales sur les réseaux sociaux, et la pression internationale commençait à se faire sentir sur le gouvernement jamaïcain. Les jeunes Jamaïcains, déjà organisés via des plateformes numériques, augmentaient le nombre de leurs manifestations. À la fin de la première journée, un changement de ton se faisait sentir dans la population. L'ultimatum de Holness, qui était censé être un outil de pression, s'était transformé en une balle dans le pied du gouvernement jamaïcain. Les politiciens les plus critiques de Traoré commençaient à se montrer plus réservés, certains même à douter de la pertinence de leur position. À ce moment précis, les manifestations s'intensifièrent, s'étendant de Kingston à Montego Bay et à Sainte-Anne. Ce n'était plus qu'une question de politique internationale, c'était un soulèvement populaire pour la vérité et la justice. La Jamaïque se trouvait à un carrefour historique, et la voix d'Ibrahim Traoré, loin de se ternir, portait plus loin que jamais. Les événements qui suivirent le discours d'Ibrahim Traoré ne furent pas seulement marqués par des émotions ou des slogans, ils se concrétisèrent par des données précises, mesurables et indéniables. L'impact de son intervention se manifesta clairement par une série de chiffres qui illustrent l'étendue de son influence et la portée de son message. Tout d'abord, le nombre de vues des vidéos diffusées dans les 24 heures après son discours fit exploser les compteurs,
plus de 5 millions de vues en moins d'un jour. Cette statistique révèle à quel point l'impact de Traoré sur la société jamaïcaine a dépassé le cadre politique pour devenir un phénomène social, largement relayé par les jeunes et les communautés locales à travers les plateformes numériques. Les extraits de son discours furent partagés sur WhatsApp, Twitter, Facebook et Instagram à une vitesse fulgurante, la vidéo atteignant des sommets de trending international. Le hashtag NoApology devint le principal sujet de discussion sur les réseaux sociaux, avec plus de 2 millions de posts générés dans les 48 heures suivant la diffusion de son allocution. De manière plus précise, les statistiques des plateformes de streaming révèlent une croissance de 300% des engagements sociaux au cours des premières 24 heures après la diffusion du discours. Cela inclut non seulement les vues des vidéos, mais aussi les commentaires, les partages et les mentions sur les profils des utilisateurs, ce qui indique une interaction croissante et une discussion publique qui se propageait bien au-delà des frontières de la Jamaïque. L'impact sur les manifestations fut également mesurable, avec des rassemblements qui attirèrent des milliers de personnes dans les premières heures. À Emancipation Park, le premier grand site de protestation, plus de 10 000 personnes se rassemblèrent le lendemain du discours. Ce chiffre, loin d'être anecdotique, était un indicateur flagrant de l'indignation croissante. L'ampleur de ces rassemblements donna lieu à des manifestations simultanées à Montego Bay et dans les zones rurales de Sainte-Anne, atteignant un total estimé de 50 000 manifestants en seulement 3 jours. Les sondages menés dans les jours suivants, la diffusion du discours montre un renversement des opinions. Une enquête de la société Jamaica Polling Group a révélé que 60% des jeunes Jamaïcains se disaient désormais favorables à la position de Traoré, contre seulement 30% avant l'intervention du président. Cette statistique ne fait que souligner l'ampleur de l'adhésion populaire croissante à son discours de vérité. Les jeunes, en particulier, se sentaient liés à ce message de justice sociale et de dénonciation de la corruption. L'effet de ce discours sur l'arène politique jamaïcaine fut également manifeste, bien que difficilement quantifiable à court terme. L'opposition politique jamaïcaine, qui avait initialement soutenu les exigences d'excuses de Holness, se retrouva dans une position délicate. Un rapport interne du Parti des travailleurs jamaïcains, GLP, révélé sous forme de fuite, indiquait que des membres du gouvernement avaient commencé à douter de la légitimité de la réponse du Premier ministre, certains estimant que les critiques de Traoré étaient en grande partie fondées. Ce document, bien qu'anonyme, fut rapidement partagé sur les réseaux sociaux, ajoutant une pression supplémentaire sur le gouvernement déjà dans une situation critique. Une autre donnée significative fut la réaction des médias internationaux. Les chaînes comme BBC, Al Jazeera et CNN rapportèrent l'incident en termes très différents de ceux qu'ils avaient utilisés initialement, en mettant l'accent sur l'émergence de Traoré comme figure de proue du combat contre la corruption plutôt que comme simple agitateur. Cette transformation dans la couverture médiatique reflétait également un changement dans l'opinion publique mondiale, de plus en plus favorable à l'idée que les dirigeants africains, comme Traoré, ont un rôle à jouer dans la dénonciation des injustices mondiales. L'un des effets les plus marquants de cette journée fut la réactivation de la solidarité panafricaine. Dès le lendemain, plusieurs leaders africains ont exprimé leur soutien à Traoré. Un tweet de Roch Marc Christian Kaboré, le président du Burkina Faso, mentionnait « Ibrahim Traoré ne parle pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique ». Cette déclaration s'accompagna d'une série de messages de solidarité venus de l'Afrique de l'Ouest, mettant en lumière le soutien croissant pour la cause de la vérité et de la justice que Traoré incarnait désormais. Alors que la vague de soutien à Ibrahim Traoré ne cessait de croître, les détracteurs du président burkinabé se firent entendre avec une intensité grandissante. Mais face à la montée de la contestation, Traoré demeurait implacable. Son discours n'avait pas été une simple déclaration politique, mais un défi lancé à ceux qui, au pouvoir, gouvernaient en exploitant les failles du système. Leurs accusations de provocation étaient loin d'être nouvelles. Mais ce qu'ils ne voyaient pas ou ne comprenaient pas, c'est que Traoré n'était pas un homme qui cherchait à déstabiliser un gouvernement en particulier. Il dénonçait un système global de corruption, une maltraitance des peuples qui n'avait ni couleur ni frontières. Les arguments de ses opposants se divisaient
principalement en deux camps, ceux qui l'accusaient de s'immiscer dans les affaires internes de la Jamaïque et ceux qui insistaient sur le manque de respect pour la souveraineté nationale. Les premiers voyaient en lui un messager imprudent, ignorant les subtilités diplomatiques, un leader qui parlait sans réfléchir à l'impact de ses paroles. Les seconds, quant à eux, étaient plus préoccupés par l'image de la Jamaïque sur la scène internationale. Mais ces arguments ne tenaient pas face à un fait évident. Traoré, en toute conscience, n'avait pas attaqué la Jamaïque elle-même, mais plutôt une problématique universelle. Il ne se contentait pas de critiquer des individus spécifiques. Non, il critiquait un système de gouvernance défaillant, un système qui ignorait les besoins des plus vulnérables. La réalité que ses opposants évitaient soigneusement était que Traoré ne faisait que refléter ce que beaucoup pensaient tout bas. À partir de ce constat, il apparut clairement que sa démarche, loin d'être une simple attaque, était un acte de leadership moral. Plutôt que de rechercher l'adhésion d'un petit groupe de politiciens, il parlait directement au peuple, à ses préoccupations, à ses luttes quotidiennes. Il incarnait ainsi un modèle de leadership plus audacieux que ceux qui se contentaient de répondre à des préoccupations superficielles. L'argument des opposants de Traoré tombait ainsi dans l'oubli. En vérité, il ne pouvait pas répondre à l'essence même de son discours, la vérité. Car il était plus facile de s'en prendre à l'homme que de reconnaître l'urgence de ses propos. Ce n'était pas simplement un défi à un gouvernement, c'était un appel à réformer la manière dont les gouvernements gouvernent. C'était un appel à un changement de paradigme, à un nouvel équilibre dans les relations internationales, un appel à la justice mondiale. Le discours de Traoré n'était pas qu'un appel à la justice, c'était un mouvement stratégique parfaitement calculé. Tandis que les tensions s'intensifiaient à Kingston et dans les autres villes, une vérité plus profonde commençait à émerger. Ce n'était pas simplement une question d'excuses politiques ou de souveraineté nationale, c'était une question de pouvoir. Qui exactement détient le pouvoir dans les relations internationales ? Qui a la légitimité de défendre les populations laissées pour compte, les jeunes sans avenir et les systèmes de santé effondrés ? Traoré, en dépit de sa position de leader d'un petit pays africain, prenait la place d'un acteur global. Il se posait en défenseur des opprimés, en avocat de la vérité, face à des puissances bien plus influentes que lui. C'était un coup de maître, une action qui résonnait dans l'esprit de milliers de personnes à travers le monde. La réaction initiale fut de rejet, mais ce rejet se transforma en un éveil. Ce moment marquait un tournant décisif. Le monde commençait à voir Traoré non pas comme un outsider, mais comme un catalyseur d'un changement radical dans la conscience collective. Le pouvoir de la vérité incarné par Ibrahim Traoré ne se limita pas à un simple discours. Il ouvrit une brèche dans le système, une brèche qui, loin de se refermer, se propagera pour générer des répercussions bien au-delà des frontières jamaïcaines. Traoré, qui avait défié un premier ministre en place, devenait un héros pour des millions de personnes à travers le monde. Mais plus que cela, il devenait un symbole d'un combat universel, celui contre la corruption, contre l'injustice systémique, contre les élites politiques qui traitent les peuples comme des pions dans un jeu qu'ils ne contrôlent pas. À la Jamaïque, les manifestations gagnèrent rapidement en intensité. En quelques jours, des dizaines de milliers de personnes prenaient part à la révolte populaire. Les étudiants universitaires, qui étaient initialement les plus enflammés par l'appel de Traoré, furent bientôt rejoints par des travailleurs, des mères de famille, des agriculteurs et des jeunes des quartiers défavorisés. Les rues se remplirent de slogans, d'affiches et de chants, de protestations. Nous ne nous excusons pas pour la vérité. Et construire des hôpitaux, pas des palais. L'effet Traoré devint un mouvement bien plus vaste que le simple écho d'un discours isolé. Les autorités jamaïcaines, bien qu'hésitantes au départ, se retrouvèrent confrontées à une situation qu'elles ne pouvaient plus ignorer. Dans les jours qui suivirent, le Premier ministre Holness dut faire face à une pression populaire sans précédent. Une partie de son propre gouvernement commença à se retourner contre lui, voyant dans son intransigeance un risque de perdre l'adhésion du peuple. Des fuites dans la presse indiquaient que, au sein du Parlement jamaïcain, des voix se levaient pour critiquer la gestion de l'affaire par Holness, et certains pensaient même à une résolution pour la réconciliation. La réponse internationale fut tout aussi frappante. Si certains leaders mondiaux restèrent neutres ou simplement discrets,
Plusieurs chefs d'État africains exprimèrent leur soutien à Ibrahim Traoré, le qualifiant de porte-parole de l'Afrique et des peuples marginalisés. Le président du Mali, comme d'autres dirigeants panafricains, saluèrent sa prise de position comme une démonstration de courage et de leadership moral. La solidarité africaine se renforça, donnant à Traoré un nouveau rôle, celui de médiateur et de leader d'une cause mondiale contre la corruption et l'injustice sociale. Les conséquences de son discours ne furent pas seulement politiques, elles étaient culturelles et sociales. Les jeunes Jamaïcains, longtemps apathiques face à la politique, commencèrent à se mobiliser activement, organisant des forums, des débats publics et des manifestations pacifiques. Les discussions sur la transparence gouvernementale, la justice sociale et la responsabilité des élites politiques devinrent omniprésentes, tant dans les médias que dans les cafés ou les foyers. Le pays, divisé depuis des décennies, se retrouva sous l'emprise d'une révolution des consciences. Mais ce n'était pas uniquement la Jamaïque qui allait changer. Le discours de Traoré avait ouvert une brèche dans l'ordre mondial. En s'attaquant aux inégalités systémiques, il avait provoqué une prise de conscience à l'échelle globale. Les dirigeants politiques du monde entier ne pouvaient plus ignorer les appels à la transparence et à la justice qui se faisaient entendre avec force à la fois dans les rues de Kingston et dans les places africaines. Alors que la Jamaïque se retrouve plongée dans une période de bouleversements sociaux et politiques, il est crucial de considérer ce que l'avenir pourrait réserver. Le discours de Traoré, qui a agi comme un catalyseur d'un mouvement populaire massif, pourrait avoir des répercussions profondes, non seulement pour le pays, mais pour toute la région. Nous pouvons envisager 3 scénarios distincts pour les 6 à 12 prochains mois, chacun d'eux ayant des implications majeures pour le peuple jamaïcain et au-delà. D'abord, dans le scénario de base, une réconciliation difficile mais possible se dessine. Dans ce scénario, la Jamaïque parvient à gérer la crise en grande partie par le biais de négociations et d'accords politiques internes. Le gouvernement de Holness, sous pression, finit par accepter une forme de dialogue avec les représentants de la société civile et des mouvements populaires. Bien que les manifestations continuent de croître dans les premiers mois, la situation est progressivement stabilisée par des concessions telles que la mise en place d'une commission anticorruption et la révision des contrats gouvernementaux. Cependant, ce rétablissement de l'ordre social et politique reste fragile, et les tensions sous-jacentes persistent, notamment en raison de la perception de la corruption persistante dans les rangs du gouvernement. Ensuite, dans le scénario optimiste, une nouvelle ère de réformes profondes s'ouvre. Dans ce scénario, le discours de Traoré devient un véritable catalyseur de changement. L'onde de choc des manifestations et de l'indignation populaire pousse le gouvernement à entamer une série de réformes radicales. Le Premier ministre Holness, en raison de la pression croissante, démissionne ou subit une sévère défaite politique et un nouveau leadership émerge, déterminé à reconstruire le pays autour des valeurs de transparence et d'inclusivité. La société civile, représentée par les jeunes et les organisations non gouvernementales, obtient une place plus significative dans le processus de gouvernance. Un plan national de lutte contre la corruption est mis en place et des investissements dans l'éducation, la santé et les infrastructures publiques sont rapidement injectés dans l'économie. La Jamaïque devient un exemple pour d'autres pays de la région, inspirant des changements similaires dans le reste des Caraïbes et au-delà. Enfin, dans le scénario pessimiste, l'impasse politique et la montée des tensions sociales s'imposent. Dans le scénario pessimiste, la réponse du gouvernement est plus répressive, et malgré les manifestations croissantes, aucune véritable réforme n'est mise en place. Le gouvernement de Holness, acculé mais toujours déterminé à maintenir son pouvoir, intensifie l'usage de la force pour réprimer les protestations. Les jeunes, déçus par l'absence de résultats tangibles, commencent à se radicaliser, menant à des divisions sociales de plus en plus profondes. La Jamaïque pourrait alors sombrer dans une situation de polarisation où les tensions entre la jeunesse en colère et les autorités politiques deviennent de plus en plus violentes. Ce scénario pourrait aussi voir une perte de soutien international, notamment en raison de la répression des droits humains et de la liberté d'expression, avec des conséquences néfastes pour l'économie et la stabilité du pays. Chacun de ces scénarios présente des implications profondes pour l'avenir de la Jamaïque et de ses citoyens, et ce qui se passera dans les mois à venir dépendra largement de la manière dont le gouvernement réagira à la pression populaire et des actions
qu'il entreprendra pour restaurer la confiance du peuple. Les réactions des différents groupes sociaux à la suite du discours d'Ibrahim Traoré et des manifestations qui s'ensuivirent ont mis en lumière des fractures sociales profondes, mais également des dynamiques de solidarité inattendues. À mesure que la contestation grandissait, chaque secteur de la société jamaïcaine a pris part au débat, et ses réponses ont été aussi variées que le tissu social du pays lui-même. D'abord, pour les jeunes, un réveil de la conscience collective s'opère. Le groupe le plus mobilisé fut indéniablement la jeunesse jamaïcaine. Longtemps laissée pour compte par les autorités, cette génération a vu en Ibrahim Traoré un symbole de rébellion contre un système politique qu'elle jugeait corrompu et déconnecté de ses réalités quotidiennes. Les étudiants universitaires furent parmi les premiers à organiser des manifestations et à faire entendre leur voix sur les campus. Leur engagement n'était pas seulement politique, mais aussi culturel, alimenté par une forte croyance en la nécessité de changer le récit national. Sur les réseaux sociaux, les jeunes ont pris les rênes de la révolte, organisant des campagnes de sensibilisation, des manifestations numériques et des événements publics. Ensuite, pour les femmes, elles deviennent le fer de lance du changement. Les femmes jamaïcaines ont également joué un rôle crucial dans cette lutte. Paradoxalement, bien qu'elles aient souvent été les premières à souffrir des inégalités économiques et sociales, c'est au cœur des manifestations que leur voix s'est fait entendre de manière inédite. Les mères de famille et les travailleurs du secteur informel ont mené la charge dans de nombreux quartiers populaires, réclamant des améliorations dans les services publics et l'accès à des opportunités économiques. Leur mobilisation fut une réaction au système patriarcal et aux inégalités persistantes dans la société jamaïcaine, rendant ainsi leur soutien au discours de Traoré crucial pour le succès du mouvement. Enfin, pour les élites et les politiciens, une réponse prudente s'impose. De l'autre côté, les élites politiques et économiques de la Jamaïque ont adopté une position plus réservée. Face à la montée des tensions, beaucoup ont choisi de se replier sur des stratégies de défense tentant de maintenir leur pouvoir sans se compromettre. Certains membres du gouvernement ont cherché à désavouer Traoré en le qualifiant de provocateur étranger. Mais cette position fut de plus en plus perçue comme une tentative d'ignorer la volonté populaire. De plus en plus d'élus se virent obligés de naviguer entre les attentes des jeunes et les exigences des structures politiques établies. Alors que la situation en Jamaïque continue d'évoluer, une feuille de route claire devient nécessaire pour sortir de la crise actuelle. Ibrahim Traoré, en tant que figure centrale du mouvement, a lancé un appel à l'action non seulement pour les gouvernements, mais aussi pour les citoyens, dans le but de construire un avenir plus juste et plus transparent pour la Jamaïque et au-delà. Voici les étapes qu'il propose pour rétablir la confiance et réformer un système en crise. Tout d'abord, il faut établir un gouvernement de transition. La première étape essentielle serait la formation d'un gouvernement de transition composé à la fois de leaders politiques, de représentants de la société civile, de jeunes et de femmes, afin d'assurer une répartition équitable du pouvoir.